Salut à tous. Alors normalement c'est le moment où là je fais mon intro carré, je présente le film, en l'occurrence ici Ready Player One, mais j'ai juste envie de dire une chose, putain de bordel de merde, c'est un film de bâtard. Plus sérieusement, comme on est des gens carrés, consciencieux et qu'on est très professionnels, on va faire une vraie intro parce que c'est important de rappeler un peu l'état de Spielberg ces dernières années. Enfin l'état de Spielberg, il va très bien, je vous rassure, mais l'état de son cinéma. Ça fait quelques années que, mine de rien, il est un peu remis en cause, ou en tout cas on lui dit peut-être que sa flamme s'est éteinte. Il a fait des projets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombres peut-être. Je pense au film de Lincoln ou Le Pont des Espions, qui étaient des bons films, mais qui étaient très carrés. Rien ne dépassait, c'était un peu historique, un peu chiant parfois parce que c'était toujours des projets très longs. Puis il y avait des films ratés, Le Bon Gros Géant. Au final, les derniers gros films d'aventure, c'était le Tintin et le dernier Indiana Jones, Le Royaume du Crâne de Cristal, il me semble, qui avait été quand même unanimement vomi par la critique. Moi, j'y avais trouvé un petit charme un peu nostalgique, mais c'est vrai que c'était un film qui était vraiment pas terrible. Et puis Tintin, on était resté un peu sur notre faim, c'était dû à cette forme mystérieuse. Donc forcément, au moment d'aller voir Ready Player One, on avançait avec deux sentiments un peu parallèles. À la fois une appréhension en se disant putain, j'espère que notre Spielberg va être au rendez-vous, qu'il sera de retour, qu'on n'a pas perdu définitivement notre Spielberg. Et puis une excitation forcément parce que de la même manière c'est Spielberg et Spielberg il est capable de tout faire. Et la réponse, le verdict, il est unanime. C'est le film du turfu comme on dit, c'est un film de malade. On en parle tout de suite dans l'analyse. Avant de commencer, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce qu'effectivement c'est pas un truc évident, bon on l'a quand même beaucoup lu dans la presse. Le film Ready Player One de Steven Spielberg est une adaptation d'un roman paru en 2011 et l'auteur s'appelle Ernest Cline. Je trouve ça important de le rappeler, parce que déjà je m'intéresse beaucoup à la littérature, et parce que c'est Spielberg qui s'empare de l'œuvre d'un romancier de science-fiction, de cyberpunk, donc de tout un univers qui va avec. Ce qui est assez fascinant au final dans cette histoire d'adaptation, c'est que Ernest Cline, c'est typiquement l'ours geek un peu mal léché du fin fond des États-Unis. D'ailleurs, physiquement, il ressemble vachement à Guillermo del Toro. Et en plus, dans les connaissances, les références, les créations d'univers, il est exactement là-dedans, et ça, c'est très très marrant. L'autre truc marrant, c'est que son livre, c'est vraiment un hommage à la culture geek des années 80, et donc forcément à la culture de Spielberg. Donc quand Spielberg a choisi d'acquérir les droits et d'adapter ce roman, on avait le droit de se dire putain c'est très bizarre, c'est à la fois, est-ce qu'on va tomber dans l'auto-célébration, c'est-à-dire Spielberg qui se félicite lui-même d'avoir fait ses films et d'avoir contribué à la culture, ou est-ce qu'au contraire il va s'en emparer intelligemment et pouvoir faire vraiment le gros film qu'on attendait. Et puis la chose qui est hyper cool, c'est que Ernest Cline, au final, il est co-scénariste de ce film. En fait, c'est lui qui a écrit le scénario avec une autre personne qui s'appelle Zach Penn, qui est un mec qui est assez connu dans le milieu, et surtout dans le milieu des super-héros. Il a été notamment le scénariste du premier Avengers. Et puis j'en profite pour rajouter que c'est le scénariste d'un film d'action de mon enfance. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un film de malade. C'est En territoire ennemi, avec Owen Wilson dans un film d'action, et Gene Hackman. Et en fait, c'est un mec qui s'écrase dans les Balkans, il est poursuivi, etc. C'est un film de malade, allez-y. Du côté de la réal, je l'ai déjà dit 15 fois dans cette vidéo, c'est Steven Spielberg aux manettes. Mais la chose qui change, c'est qu'on est certain, sûr et certain au vu du film, que c'est Steven Spielberg aux manettes. Il y en a d'autres, on se disait, ok, il a eu les idées, il a donné 2-3 directions, puis après il balançait tout à ses assistants. Là, c'est lui aux manettes, et c'est pour ça que c'est une œuvre de virtuose. J'en profite pour rappeler au passage quand même que c'est tout simplement le deuxième film de l'année pour Steven Spielberg, puisqu'on a déjà eu Pentagon Papers il y a un peu plus d'1 mois, je dirais. Enchaîner deux films d'une telle qualité, comme ça, les avoir tournés en même temps en parallèle, c'est juste hallucinant. Pentagon Papers, on ne l'a pas traité sur la chaîne des fanatiques, mais je vous invite vivement à aller le voir, c'est un film vraiment vraiment cool. D'ailleurs, petite parenthèse, Steven Spielberg est connu pour être capable de mener deux projets de front en même temps, deux films. Et c'est souvent lié, enfin ça débouche souvent sur deux films incroyables. On peut citer Jurassic Park et La Liste de Schindler en 93, deux salles, deux ambiances, mais deux films totalement géniaux. Et puis on a eu Minority Report et Arrête-moi si tu peux en 2002. Pareil, ça n'a rien à voir et pourtant les films sont tout aussi mythiques. La filmographie sélective de Steven Spielberg, je vais pas vous la faire parce qu'il y en a trop, il y en a 1000, on pourrait même faire un top 10 avec Julie dessus tellement il y en a. Une anecdote, il a raconté en interview que c'était peut-être le film le plus dur à faire pour lui. Avec Les Dents de la Mer et Le Soldat Ryan qu'il avait aussi épuisé, c'était d'arriver à distraire les gens, de les emporter dans cet univers tout en leur faisant oublier les prouesses techniques que ça impliquait. Du point de vue du casting maintenant, pas forcément des noms énormes, pas forcément des grandes stars, mais soit des espoirs d'Hollywood, soit des gens confirmés dans des seconds rôles. Il y a un bon mélange. La seule chose qu'on peut dire en introduction, c'est que juste tout le monde joue à la perfection et c'est réglé comme du papier à musique. Hop là, petite expression de 2001.
Le premier rôle, celui de Wade Watts, est attribué à Ty Sheridan. Alors Ty Sheridan, c'est un mec qui a déjà une carrière bien remplie. Il a joué avec de nombreux réalisateurs, il a été découvert très tôt dans Tree of Life de Terrence Malick. Après, il a joué dans Le Mud de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey. Et puis plus récemment, on l'avait vu, et c'est peut-être là où il a marqué le plus les esprits, dans un autre blockbuster. Il joue Cyclope dans X-Men Apocalypse. Et puis on a une ribambelle de second rôle, des mecs qui sont habitués à faire ça dans Hollywood et dans des gros blockbusters. On a Ben Mendelsohn, un acteur australien qui joue par exemple dans The Dark Knight Rises ou dans A Star Wars Story Rogue One. On a Simon Pegg, moi je suis fan, le mec de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz et puis plus récemment de Mission Impossible quand même, ou encore Star Trek. Et puis il y a Mark Rylance. Mark Rylance, je ne connaissais pas incroyablement, et il faut dire qu'il éclate aux yeux du spectateur dans ce film, dans le rôle de James Hallyday, l'inventeur de l'Oasis, et c'est vraiment un très bon acteur. Je vous l'ai dit, l'histoire de Ready Player One, c'est un peu un mélange de plusieurs influences. C'est de la science-fiction, bien sûr, c'est de la dystopie, c'est aussi du cyberpunk. On est à Columbus, Ohio, la ville de l'écrivain Ernest Cline. On est en 2045, le monde a sombré, comme dans les dystopies classiques. Il y a eu crise énergétique, famine, pauvreté, guerre. On suit ici la population de la ville qui vit dans une sorte de bidonville un peu 2.0. C'est des grands trailer parks, mais au lieu d'être montés en long, ils sont montés en hauteur. Ça fait des grandes tours, mais de trailer parks, avec des gens qui sont vraiment dans la pauvreté. C'est un peu comme une casse automobile. C'est un décor qui est assez beau d'ailleurs. Donc ces gens-là essayent d'échapper à leur réalité tristounette et parfois dramatique en se réfugiant dans ce qu'on appelle l'Oasis. Et l'Oasis, c'est une création donc d'un gars qui s'appelle James Hallyday. Ça sert à la fois de jeu virtuel et de réseau social. En fait, vous enfilez vos lunettes de VR, comme un peu plus évolué que ce qu'on a maintenant, et hop, vous embarquez dans un jeu, vous avez un avatar et vous êtes quelqu'un d'autre et tout est possible, tout est ouvert. Les gens se complaisent là-dedans depuis des années puisqu'ils échappent à leur quotidien bien chiant, bien relou en jouant dans ce jeu. Mais en fait, il y a quelque chose qui va tout changer. C'est que James Hallyday va mourir. Et oui, de vieillesse, ça peut arriver. On n'avait pas encore inventé l'immortalité dans le monde de Ready Player One. Il meurt et il laisse un testament qui va vraiment foutre un gros bordel. C'est qu'il a malicieusement inventé une sorte de quête pour trouver un œuf. Et celui qui trouvera cet œuf héritera à la fois de toute sa fortune, qui est de 500 milliards de dollars, ce qui est quand même relativement intéressant, mais aussi de l'Oasis, et il pourra faire ce qu'il veut de ce jeu qui est un peu l'avenir et qui est devenu le refuge de l'humanité. Alors il faut noter plusieurs choses dans la quête de cet œuf. D'abord que cet œuf s'appelle un Easter egg, il l'appelle comme ça dans le film, parce que c'est vraiment un œuf, on dirait un œuf de Pâques, sauf qu'il est un peu en or. Mais le plus marrant dans cette appellation d'Easter egg, c'est qu'Easter egg, c'est une expression qui fait référence au monde du film, au monde du jeu vidéo. C'est des choses qui se cachent à l'intérieur des films, c'est des choses qui peuvent paraître futiles, mais c'est des clins d'œil pour les fans, pour les régaler. Donc il y a exactement ça dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'easter eggs par rapport à la pop culture et à la culture geek des années 80, mais il y a aussi ce fameux easter egg à trouver pour posséder l'Oasis. Et c'est donc, vous l'aurez compris, au cas où ça soit pas très clair, c'est donc ce fameux Wade Watts, joué par Ty Sheridan, un garçon de 17 ans, qui va en fait s'emparer, prendre à bas-le-corps cette quête et décider, parce qu'il est celui qui comprend le mieux l'esprit de James Hallyday, de découvrir cet easter egg et de la sauver des mains de la méchante entreprise EOI. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Ready Player One, c'est qu'on pense être dans un certain type de film. On y rentre tête baissée parce qu'on pense qu'on va adorer ça. Et plus on creuse, plus on se dit en fait on est quelque chose d'encore plus évolué, d'encore plus intéressant, d'encore plus abouti et d'encore plus kiffant. C'est là où je vous l'annonce tout de suite, là où parfois le roman d'Ernest Cline était vraiment dans la lourdeur, parce que c'était un immense hommage, très bien réussi, mais hommage à répétition, vraiment à tiroir, on mettait que des clins d'œil, des références pour vraiment du fanservice un peu parfois. C'est là où Steven Spielberg a réussi à dépasser le roman d'Ernest Cline. Là où le roman d'Ernest Cline était un peu lourd parfois parce que c'était clin d'œil sur clin d'œil sur clin d'œil, il voulait en faire beaucoup. Steven Spielberg, lui, il va plus loin. C'est un hommage, ce sera ma première partie, on va revenir là-dessus, c'est vraiment un hommage, c'est un film hommage à la culture geek des années 80, mais c'est loin d'être que ça. Il y a aussi de l'autodérision, un autoportrait et une intelligence, c'est un film engagé aussi. Donc je l'ai dit, ce film c'est d'abord un hommage et c'est peut-être un des films que j'ai vu de ma vie où il y a le plus de clins d'œil, où il y a le plus d'easter eggs, où il y a le plus de références abreuvées. C'est soit des références très évidentes, très bourrines, je pense aux 20 premières minutes qui sont juste délirantes. Tu t'assois dans ton fauteuil, tu comprends plus rien, ça commence par cette fameuse course de voiture complètement dingue. Le mec s'installe dans une DeLorean, il y a King Kong, il y a le T-Rex de Jurassic Park. On est vraiment dans un truc hyper bourrin et ça va se répéter tout le long du film et on adore. Et parfois, il y a les easter eggs un peu plus discrets, un peu plus intelligents, ou alors peut-être des références plus élitistes. Mais en tout cas, on savoure et on garde les yeux grands ouverts tout le long du film parce qu'on se dit « Ah, je connais ça, je connais ça, je connais ça. » Mais où est ça? Ah, il est là. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
Et puis du côté des références, c'était juste un immense kiff, quoi. Il y en a partout. Et dans les petites que j'ai adorées, moi j'ai notamment adoré le Hadouken, qui sort de nulle part, de Street Fighter. Le Gundam, quand Daito, il s'appelle, le personnage se transforme en Gundam, c'est juste hallucinant. La poupée Chucky, elle fait un carnage. Enfin, il y a les Tortues Ninja, la dernière bataille surtout, la bataille finale, c'est complètement fou. Il faut voir Ready Player One, pas seulement, mais il faut aussi le voir comme ça, comme une œuvre somme qui rassemble tellement de cultures, de références. C'est du Spielberg tout craché, c'est toute son enfance à lui. J'ai envie de kiffer et venez kiffer avec moi. Et ben mec, on est là quoi. Voilà, vous commencez un peu à le comprendre, là c'est une vraie vidéo de fanboy que je suis en train de vous concocter, mais j'étais comme un psychopathe pendant le film. Je m'amusais à essayer de noter les références. D'ailleurs, tu vas voir sur internet, il y a des mecs qui ont des listes comme ça, parce que moi j'ai pas tout vu bien évidemment. Au niveau de la réal aussi, il invente rien au final, mais il reproduit tous les schémas, les codes du Spielberg tonitruant, et ça fonctionne à merveille. Musicalement, il faut en parler aussi, un hommage à toute la musique des années 80. Le thème général, c'est quand même Jump de Van Halen, c'est une chanson des psychopathes. Il y a les Bee Gees, il y a, qu'est-ce qu'on a? Les Bee Gees, ouais, Stayin' Alive, on a du Dépêche Mode, on a du Haha, Take On Me, basique. Enfin, on a toutes les chansons qui bercent, pas notre enfance, mais en ce moment qu'on peut écouter parce que ça revient grave à la mode. J'en profite pour dire que le mec qui s'est occupé de la musique sur ce film, ce n'est pas John Williams. On sait que John Williams et Spielberg, il y a une vraie histoire entre eux. Là, ici, c'est Alan Silvestri. Alan Silvestri, je vous rassure tout de suite, c'est pas un peintre, c'est vraiment un professionnel, il sait ce qu'il fait, puisqu'il a fait plus récemment Avengers, mais il a surtout fait Forrest Gump et Retour vers le futur. Et je voulais finir par un dernier truc pour revenir sur cette idée hommage, clin d'œil, parallèle, parce que c'est une œuvre en fait qui en convoque tellement d'autres, et c'est si intelligemment fait qu'il faut absolument parler de ça. C'est le côté légende arthurienne. Vous l'aurez sûrement remarqué, l'avatar de Wade s'appelle Perceval. Perceval, c'est le chevalier qui a réussi tout seul la quête du Graal. Or, Wade se lance tout seul dans cette quête de l'œuf, donc dans cette quête un peu du Graal dans ce monde de l'Oasis. Et je trouvais le parallèle intéressant, ce côté chevaleresque intelligent, et c'est du grand Spielberg, encore une fois. Une fois qu'on a dit ça, on a dit que Spielberg a amplement rempli les attentes. Il a fait son film hommage, peut-être un peu à lui-même, peut-être aux autres, à tous ces gens qui ont fait les années 80. Ces années 80 qui reviennent tellement à la mode en ce moment en plus. On pense à Stranger Things. Le fait est que c'est pas que ça, c'est bien plus, et c'est là où le film est pas juste réussi, pour moi il est génial. Je pense que par exemple il est intéressant de comparer ce film, Ready Player One, et Mad Max. De la même manière, ils ont un peu tout fracassé sur leur passage. Déjà, ça, de manière au sens propre du terme, quand j'étais dans la salle, franchement il faut s'accrocher. Alors Mad Max, c'est, pour ceux qui l'ont vu en salle, c'est tu te fais violer par des bruits de moteur, des trucs qui partent dans tous les sens. C'est exactement ce qui se passe dans Ready Player One au final, avec cette course de voiture, avec toutes les guerres, etc. Et ils ont chacun la même manière de fracasser les codes. Pour Mad Max, c'était plutôt le film d'action très très bourrin et peu bavard. Et pour Spielberg et Ready Player One, c'était redéfinir carrément les genres du blockbuster et comment on fait aujourd'hui un blockbuster. Je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, la grande peur qu'on pouvait avoir quand Spielberg adapte un roman qui parle de Spielberg, en fait, c'est que on verse complètement dans l'auto-célébration. Et il se trouve qu'on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de bien différent et c'est ça qui est intéressant. On est dans un autoportrait avec de l'autodérision et un autoportrait qui tire vraiment à boulet rouge, parfois, sur l'œuvre de Spielberg elle-même et tout ce rapport qu'on a avec la culture geek et le côté nostalgie des années 80. Déjà, la première chose évidente, et on en a parlé dans la première partie, les hommages. Comment tu traites tes hommages à toi-même? Eh ben, je trouve qu'il a fait ça avec distance, sans trop s'infirmer, sans trop s'imposer. On voit un T-Rex 4 secondes, on voit 2-3 trucs. Ça déjà, c'est pas lourd et c'était important parce que oui, on n'aurait pas kiffé de voir que des références de Spielberg s'afficher en gros plan tout le long du film. Deuxièmement, et c'est là où moi ça m'intéresse, c'est quand le réalisateur se cache dans certains de ses personnages. Et là au final, il se cache dans 2 personnages, je dirais, même 3, on pourrait dire 3. Forcément dans James Hallyday. Spielberg, il y a beaucoup de James Hallyday, c'est ce mec un peu autiste, qui est pas trop à l'aise dans ce monde, mais qui a envie, son rêve le plus profond, c'est de faire rêver les gens. Et il est pas dans la société, mais il veut les faire kiffer. Et c'est exactement ça. Et il est un peu naïf, exactement comme James Hallyday. Et peut-être que parfois il l'a payé dans sa carrière, comme James Hallyday l'a payé. Et puis forcément, James Hallyday, dans ce film, est confronté à son héritage, à tout ce qu'il a créé, à la manière de gérer son monstre. C'est un peu ce qui se passe avec Spielberg, avec ses films de référence, le genre du blockbuster. Il en est peut-être là, dans sa vie et dans sa carrière de réalisateur. C'est aussi un peu Wade, ce jeune homme qui a envie de toujours aller plus loin, de dépasser son maître, d'aller toujours plus loin dans l'invention et qui mène un peu sa propre quête. Il y a aussi du Spielberg jeune,
dans ce portrait de Wade. Et puis pour le côté un peu plus sombre, il y a forcément Nolan Sorrento. Nolan Sorrento, c'est, vous savez, dans le film, cet industriel qui lui se sert de cette machine à rêve pour soumettre les gens, pour en faire des mecs complètement décérébrés et complètement fous. Peut-être que parfois dans ces heures les plus sombres, Spielberg a sans le vouloir sombré là-dedans. Ce qui nous donne à voir, c'est bien sûr toute cette accumulation de références, mais c'est aussi, il se livre. Il est en train de se livrer devant nous. Il nous dit voilà ce que je suis, ce que j'ai fabriqué, l'héritage que je laisse, comment on doit le gérer. Il pose des questions aussi et puis il critique. C'est un manifeste pour moi ce film. C'est un manifeste esthétique d'abord et qui est d'une violence quand même rare parce que il y a peut-être les 2/3 du film, je pense, qui sont en animation, mais ça part dans tous les sens. Il y a des créations, des idées, de l'imagination. C'est du Spielberg, mais c'est aussi un peu un manifeste politique parce que les gens addicts à l'Oasis dans ce film sont décrits comme des hordes de fans déchaînés, totalement addicts à la pop culture et à toutes les références geeks. Et c'est aussi ça, il leur adresse un clin d'œil, il leur dit « calmez-vous les gars ». La déification de toutes ces références culturelles, c'est peut-être exagéré déjà, et moi je vous ai fait rêver, mais je veux pas non plus vous asservir. Et puis je terminerai par moi une scène qui est sans blaguer, je pense que c'est une des meilleures scènes du cinéma de ces 10 dernières années. Parce qu'elle est juste hallucinante, tu la vois arriver, peu à peu, elle s'amène tranquillement, et tu dis, ben non, il peut pas faire ça, il a pas le droit. C'est qu'en fait, Spielberg, quand je vous dis qu'il se livre dans ce film, c'est que, ok, il s'adresse à ses fans, mais il s'adresse aussi à ses maîtres. Et le premier maître qu'il a, c'est Stanley Kubrick. Et la scène de Shining, je vais pas la raconter, mais avoir fait ça, avoir eu l'idée et le faire, c'est hallucinant. Le résultat de tout ce que je viens de dire, vous y attendez, c'est que j'ai été complètement emballé. J'étais à la première séance, comme souvent quand c'est un gros film qui sort, 9h au hall, et là tu vois les vrais. Il y a des psychopathes d'ailleurs, hein, mais j'en reparlerai tout à l'heure, je pense. J'étais à la première séance et le truc ça dure 2h20 quand même, tu peux te dire, ouais, il va y avoir des longueurs et tout, mais non, que nenni, comme on dirait. C'est un film de fou sur 2h20. C'est un tsunami. C'est un tsunami, tu te fais emporter et tu kiffes te faire emporter. C'est orgasmique, je sors le mot, c'est orgasmique. C'est plus efficace que du porno même. Il y a une liberté folle, il est taré, il est nostalgique, en même temps c'est engagé et intelligent. C'est du Spielberg comme on l'aime et je sais pas si c'est parce que je suis bien luné aujourd'hui, mais je suis comme un fou et je me dis que c'est le genre de film qui va rester. Et que c'est typiquement le genre de film que tu te mates un dimanche soir et tu te dis bon ok, ça fait 60 fois que je l'ai vu, mais je pense que je peux le voir et le rekiffer et je vais encore retrouver un truc que j'avais pas vu et ça va être toujours aussi bien. Alors bien sûr c'est une vidéo de fanboy, les gens ils vont me dire ouais mais t'as complètement vrillé, tu t'emballes, qui suis-je pour dire que ce film sera culte dans 10 ans? C'est pas bien sûr un film social, engagé, c'est pas un film très sérieux, c'est pas du Ken Loach, vous attendez pas à ça, c'est pas du film d'émotion, du film beau, c'est pas Call Me By Your Name, mais putain ça c'est du ciné, t'es assis dans ton fauteuil rouge et tu kiffes, tu te laisses emporter et surtout, le grand talent de Spielberg, je pense, c'est que quand il réussit ses films, tu t'assois dans ton fauteuil et tu redeviens l'enfant que tu as toujours rêvé de redevenir. Tu es devant un film de Spielberg, tu as 12 ans et tu kiffes et tu te dis putain ça fait chier, je suis un adulte. Du coup je me suis tellement emballé que j'ai pas dit ma note. Je pense que je vais mettre 9 sur 10. Un 9 sur 10 largement mérité. Je ne vois pas, si ce n'est le manichéisme typique de Spielberg, je vois pas de défaut. Spielberg a quand même cette capacité à faire oui, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les enfants, il y a les adultes. C'est du Spielberg, hein. C'est très américain et il va pas dépasser les codes, il va pas tout casser. C'est du Spielberg très classique, du Spielberg incroyablement bien réalisé et c'est pour ça que je me permets de dire que peut-être que dans 10 ans ce sera devenu un classique. Voilà, c'est tout pour cette critique enjouée de Ready Player One. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors déjà, si vous avez vu des easter eggs qui vous ont particulièrement plu, si vous en avez vu des incroyables, apparemment quelqu'un m'a dit qu'on voyait passer E.T., moi je l'ai pas vu. Insultez-moi si vous avez trouvé ce film atroce, célébrez-moi si comme moi vous l'avez trouvé incroyable. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on essaye de se développer un peu sur Facebook, on a lancé notre Instagram, foncez. Et je vous préviens, on a énormément de projets qui sont en cours, plein de nouvelles vidéos qui vont apparaître dans les jours à venir, donc préparez-vous. D'ici là, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!